rejoindre sur Radio J. Il est avec nous comme chaque lundi matin. Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News, mais aussi sur la chaîne LCI. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Alors je vais d'abord vous faire réagir, Raphaël, si vous le voulez bien, à cette nomination. On l'a appris ce matin par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Eli Sharvit, qui sera le prochain chef du Shin Bet. On a entendu ce matin le professeur en sciences politiques en Israël, Denis Sharvit, nous dire que ce choix ne faisait pas vraiment l'unanimité en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, le choix est étonnant dans la mesure où l'ancien chef de la marine, Sharvit, donc est en fait n'est pas quelqu'un qui est spécialement affilié au Likoud ou à Benjamin Netanyahou. Donc, sur le plan politique, il a même manifesté par le passé dans les manifestations pour la libération des otages à la rue Kaplan de Tel Aviv. Il y a un autre surprise, c'est qu'il n'est pas véritablement habilité à être un chef du Shin Bet, dans la mesure où professionnellement il n'a pas cette expérience-là en tant qu'ancien chef de la marine. Mais je rappelle qu'il y a eu l'amiral Ami Ayalon par le passé, qui était lui aussi de la marine, qui était chef du Shin Bet. Donc c'est pas la première fois, et il avait fait un excellent travail. L'avantage peut-être politique que peut voir Benjamin Netanyahou dans cette nomination, c'est que dans l'affaire des sous-marins, qui est une affaire juridique complexe dans laquelle Benjamin Netanyahou est impliqué, et même possiblement gravement impliqué, l'amiral Sharvit, lui, estime que cette commande de sous-marins, c'est une affaire que je ne vais pas expliquer maintenant, c'est bien trop compliqué, oui. Mais il était pour cette commande des sous-marins. Il estime que le gouvernement avait bien fait de passer commande de ces sous-marins, commande qui a été critiquée par la suite. Donc, voilà en gros les pour et les contre de l'amiral Sharvit. À mon avis, le choix peut être excellent. Oui. On ne sait pas, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas. Il y aura juste maintenant le problème juridique, à savoir que va décider la Cour suprême. C'est ça. Est-ce qu'elle va entériner ou pas la décision de limoger Ronen Bar, le chef actuel? On pense qu'il n'y aura pas une impasse ou un bras de fer à ce sujet-là, et qu'il y aura peut-être simplement un report de la date au lieu de limoger immédiatement, dans l'immédiat, Ronen Bar, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Le Cour suprême pourrait demander qu'il soit limogé 1 mois ou 2 mois plus tard pour contourner ce problème. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est critiqué, oui. Le fait qu'on annonce la nomination de Eli Sharvit avant même que la Cour suprême se prononce sur la destitution de Ronen Bar. Oui, évidemment, c'est un petit peu une provoque de la part de Benjamin Netanyahou à l'égard de la Cour suprême, qui a quand même autorisé, il faut le dire, que Benjamin Netanyahou interviewe des candidats. Il était donc autorisé à rechercher des remplaçants. Il a donc trouvé celui qu'il estime, si la Cour suprême entérine la limogeage de Ronen Bar, il a déjà son remplaçant. Je ne pense pas que ce soit une infraction juridique bien grave, sauf si évidemment la Cour suprême s'oppose au limogeage de Ronen Bar, ce qui, comme je l'ai dit, pour l'instant, les estimations pensent que non. Le vrai face-à-face de la Cour suprême face au Premier ministre sera le limogeage, peut-être, de la conseillère juridique Mia Barav plus tard, dont on pense qu'il n'y aura peut-être pas lieu non plus, parce que là, sur le plan juridique, c'est pratiquement impossible de la limoger. Alors l'actualité aussi, Raphaël, ce matin est surtout diplomatique. On parle de ces négociations au point mort, toujours entre Israël et le Hamas. Israël qui, selon des sources diplomatiques, envisagerait des pourparlers indirects avec le Hamas s'il acceptait le fameux plan de Steve Witkoff, l'envoyé spécial pour le Proche-Orient. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous avez aussi vu cette interview, j'imagine, de Yarden Bibas à une chaîne de télé américaine. Yarden qui a dit « Seul Trump peut convaincre Netanyahou et le Hamas de renouveler l'accord sur les otages ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Yarden Bibas, de toute façon, on lui doit respect absolu pour ce qu'il a subi. Mais il est vrai que au départ, Donald Trump avait demandé aux Israéliens de ne pas envisager la solution militaire à Gaza, de rester sur la solution diplomatique. Mais lorsque Witkoff et ses assistants se sont frottés au Hamas dans une négociation directe,
ils ont très bien compris avec qui ils avaient affaire et qu'on n'arriverait à rien du tout en négociant avec le Hamas. Et donc, ils ont autorisé les Israéliens à passer à l'action et à tenter de mettre une pression militaire à laquelle semble croire le chef de l'état-major, Eyal Zamir, qui a demandé au gouvernement, et qui a été d'ailleurs autorisé hier par le cabinet de sécurité, a demandé au gouvernement d'intensifier son attaque à Gaza. Et il pense qu'il faut mettre encore plus de pression, vu ce qu'il voudrait, le chef de l'état-major de Tsahal, c'est une attaque massive, mettre une pression énorme sur le Hamas. Donc, lui, il y croit en tous les cas. Parallèlement, évidemment, il y a des efforts de toutes les sortes diplomatiques qui, malheureusement, se heurtent au refus du Hamas. Donc, plus de pression, c'est intensifier, voilà, c'est ça, les frappes contre la bande de Gaza, contre les terroristes du Hamas que souhaite Benyamin Netanyahou, hein, Raphaël, pour bien comprendre. Répétez-moi, s'il vous plaît, la question. Allô? Quand vous dites, justement, oui, on vous entend, Raphaël, quand vous dites la pression, justement, la pression militaire, c'est-à-dire vraiment intensifier les frappes contre la bande de Gaza, c'est le plan de Benyamin Netanyahou, hein. Oui, c'est le plan de Benyamin Netanyahou, mais en accord avec le chef de l'état-major de Tsahal, qui estime que c'est possible de mettre cette pression. Maintenant, l'avenir nous le dira. Pendant 1 an et demi, on a mis la pression militaire, ça n'a pas vraiment fonctionné. Oui. Mais là, lorsqu'on parle de pression, c'est dans l'esprit du chef de l'état-major de Tsahal. C'est une attaque extrêmement massive qui, jusqu'à présent, n'avait pas le hoquet du gouvernement, qu'il y allait par étapes et la pression était insuffisante. Donc, on va voir maintenant si on augmente l'ampleur de cette offensive, si ça va avoir un effet. Le gouvernement prétend que oui, que le Hamas commencerait à bégayer, qu'il est prêt à retourner à la négociation. Alors, je voulais aussi vous faire réagir par ailleurs à ces attaques répétées des Houthis du Yémen, les services de défense israéliens qui estiment désormais que les capacités en missiles balistiques de ces rebelles Houthis ont significativement diminué. Est-ce qu'on a des chiffres précis là-dessus, Raphaël? Non, on n'a pas de chiffres précis, mais on va dire très simplement que même avec une importante offensive américaine contre les Houthis du Yémen, ça va prendre du temps, tout simplement. On parle, pour l'instant, il resterait aux mains des Houthis du Yémen entre 7 et 8 000 missiles, inclus des missiles balistiques. C'est sur ceux que les Houthis tirent sur Israël. Et pour détruire tout cela, pour affaiblir véritablement la force des Houthis du Yémen, ça va prendre énormément de temps. Les Américains y travaillent, ils demandent aux Israéliens de la retenue et de les laisser faire. Mais nous avons vu nous-mêmes, pendant les derniers mois avec Gaza, que les choses prennent du temps. Il n'y a pas de miracle, à moins de jeter une bombe atomique ou de bombarder tout le Yémen. C'est des semaines de combat qui auront lieu entre les Américains et les Houthis avant qu'on puisse neutraliser cette menace. Il y a un sujet douloureux qu'on voulait aborder aussi avec vous, Raphaël. Vous avez peut-être vu dans la presse israélienne ce matin le Yediot Aharonot qui évoque le licenciement de soldats, de réservistes à leur retour au travail. De nombreux réservistes israéliens qui ont été appelés donc à servir pendant des périodes prolongées se retrouvent confrontés maintenant à des licenciements à leur retour. Est-ce que vous avez eu des échos de cela et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça dit de la situation en Israël? Eh bien, évidemment, c'est désolant, c'est même choquant. Malheureusement, il y a des réalités économiques qui font que dans certains cas, et par contrat, certains réservistes perdent leur emploi à cause du temps qu'ils ont passé à la réserve. Il y a des réservistes qui ont été pénalisés pour ne pas avoir atteint les cibles. Ça peut être par exemple un réserviste qui travaille dans le marketing, dans la vente, et qui n'aurait pas vendu le produit parce qu'il n'aurait pas atteint les cibles alors que la moitié de l'année, il était au combat, non au travail. Donc il y a ici une injustice flagrante, il y a ici un manque de sionisme de la part de ceux qui, de façon froide, appliquent les clauses contractuelles et font perdre leur emploi à des personnes qui ont protégé le pays. C'est carrément scandaleux. Il y a un problème ici de protection juridique, mais il y a de toute façon en Israël aujourd'hui un problème de compenser et de protéger les réservistes alors qu'ils commettent des sacrifices suprêmes. D'ailleurs, certains risquent tout simplement leur vie ou ont péri au combat.
Donc ici, il y a un véritable souci qui, évidemment, remet sur la table le fait que beaucoup de réservistes refusent maintenant tout simplement de continuer à servir dans la réserve. Certains ont servi 3 à 4 fois le temps de réserve qu'ils auraient dû servir. Ils peuvent refuser. C'est terrible, dans des conditions terribles. Ils ont le droit de refuser, justement, s'ils sont appelés. Qu'est-ce qu'ils risquent concrètement, Raphaël ? Rien, en fin de compte. En plus, aujourd'hui, leur tactique, elle a changé. Les 3 quarts font ce qu'on appelle un refus gris. Le refus gris, c'est qu'ils ne disent pas que c'est un refus pour des raisons économiques ou politiques ou autres. Ils ont le droit de refuser, par exemple, pour des raisons familiales, pour des raisons justement d'emploi. On ne peut pas forcer un réserviste à venir à la réserve s'il a un souci à la maison, s'il y a quelqu'un de la famille qui est malade, si son affaire peut péricliter. Il n'y a pas véritablement de possibilité, surtout que, comme je l'ai dit, ces réservistes ont déjà servi 3 à 4 fois volontairement, hein, bien sûr, ils l'ont voulu, plus de réserves que tout le monde. Donc, il y a ici une injustice qui est grave, et on est en train un petit peu, en ce moment, et ça c'est très dangereux, et Tsahal le sait, c'est un problème important pour Tsahal, on est en train de démoraliser, de démotiver les troupes sans lesquelles on ne peut pas accomplir les missions de protection du pays comme il le faut. Eh bien, merci beaucoup. Merci Raphaël Jérusalemi pour ces précisions ce matin. On vous retrouve évidemment chaque lundi matin sur Radio J à 8h30, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci et à la semaine prochaine. Radio J.